الظرف الأول السوفي سوون سسرق اليوم الدكتور لونوسي هذا سرق ويسي خاطر ما كنت ظلم سمانة قاعدان إلا دو سرق مزوارو دي مونريال sur invitation de la FAM, la Fédération Amazigh des Amazirs d'Amérique du Nord. إذا مزورو سام بينو ثمانية سنين بيجيهم تشجع من دكتور النوسين ومن الأسرة جديا. غير ديني غمسلاي يوجد إذا غادي سبعان تلك قاعدان ثمانية قاعدان sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y avait 3000 personnes qui avaient suivi environ la conférence de Montréal. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour les remercier et leur dire qu'on a pris en compte leurs commentaires, donc il y a des corrections qui ont été faites en fonction des commentaires qu'on a reçus. Voilà, donc moi personnellement je ne suis pas un journaliste, encore moins un présentateur télé émérite, donc ils ont fait du bénévolat dans le cadre de la communauté. Donc je vais vous demander de m'excuser, d'être indulgent ou pas s'il y a des manquements. Voilà, donc là on va arriver à la conférence, donc à la présentation du docteur Lenoussi. Vous savez que c'est un parcours de 50 ans de travail militant. Et la façon dont je voulais vous le présenter, bien entendu, je le fais de façon très sommaire, à grands traits. Donc ça va être un peu comme une chronologie de l'essentiel, si vous voulez, de son parcours. Alors, le docteur Lenoussi se décrit comme père de famille. Et grand-père aussi plusieurs fois, je pense que 8 de fois. 9 fois. Donc, le docteur Lenoussi est né en 1948 à il a vécu à Alger de 1952 à 1978, donc c'est une période d'à peu près 75, donc une période de 23 ans environ. Là, je me corrige. Oui, un peu plus, mais c'est pas grave. D'accord. Donc là, il y a un double parcours à cette période-là. Donc il y avait un parcours académique et un parcours militant. En ce qui concerne le parcours académique, donc il a fait son cursus au complet à Alger, du primaire à l'université, jusqu'à l'obtention d'un doctorat en médecine à la faculté de médecine d'Alger. Après ça, en 1978, a rejoint et a déménagé à Tizi Ouzou avec 75. Je m'excuse de précision. En plus, le docteur Yesli est celui qui me connaît le mieux. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Bon, c'est des erreurs. Je le prends sur moi. D'accord, donc après ça, donc, durant cette période, il y a effectivement un parcours militant. Là, à ce niveau-là, on retrouve trois influences majeures, trois personnalités qui ont influencé de façon significative le docteur Lenoussi. On commence, la première influence, c'est une influence parentale, c'était son père, Flassia Forbir. Puis le docteur, M. Mouloud Mahamri Flassia Forbir, et Saoud Mahmoud Arab pour la troisième personne. Alors, pour revenir à l'influence parentale très brièvement, d'ailleurs, le docteur Lenoussi l'avait écrit dans un article paru dans un ouvrage. Il rappelait que la première règle à la maison est dictée par son père, concernait premièrement
l'usage de Tqbaylit, donc l'usage du kabyle strictement à la maison. Avait donné des recommandations en effet pour parler et utiliser les autres langues, à savoir le français et l'arabe, mais au-delà du seuil de la porte. Donc, si قمنا تبورتاكين تارو من التعارات وين يبغى بعد داخل سي تمنار سي بورت تمنار سي قمنا تبورتا داخل تقبليت كان. Au lycée, Dr Lunaoussi a été interpellé par la surveillance générale à quelques reprises. Et ce n'est pas pour des problèmes académiques, parce qu'il n'en avait pas, c'était un lycéen brillant, mais c'était tout simplement parce qu'il mettait un burnous, un signe en à la surveillance générale, parce qu'il restait un burnous. En effet, ça lui a valu quelques interpellations, donc il fallait des convocations parentales et bien évidemment, son père était là pour intervenir et mettre fin à ces interpellations parce que et là, vu avec les yeux d'aujourd'hui, si vous permettez, c'est sûr que la période d'adolescence c'est une période d'affirmation, vous le savez très bien, c'est une façon de s'affirmer, mais aussi c'est un geste éminemment politique, c'est un geste très symbolique que porter un burnous à l'époque où c'était quasiment inusité ou presque interdit. Voilà donc pour cette période. Dans les années 68, il a eu le privilège de prendre des cours auprès de Mouloud Mamri, et c'est là qu'il y a eu une autre influence également sur le plan culturel, identitaire et linguistique. Après ça, le docteur Lunaoussi a été, comme il disait lui-même, il a été rendu destinataire involontaire, d'un abonnement involontaire, pour reprendre ses expressions, d'une revue de l'Académie berbère. Et là, cette littérature politique avait également une influence très significative sur le parcours du docteur Lunaoussi. Il y a eu également un passage auprès du chantre de la chanson kabyle Chérif Khaddam au sein de sa chorale, qui servait beaucoup plus comme prétexte à d'autres activités. Il a été également membre du groupe berbériste d'Alger. En 1978, si la date, je précise, est bonne, a été militant, il avait rejoint le FFS avec un groupe de ses camarades en 1978. Il a été co-rédacteur de la plateforme idéologique du parti qui a pris en charge pour la première fois les questions liées aux droits identitaires, culturels et linguistiques. Il y avait un deuxième aspect, c'était le concept ou l'idée de régionalisation positive, je ne l'ai pas noté ici. Je voulais prouver que ma mémoire était bonne aussi. Alors, la prochaine étape, donc, en 80, comme vous le savez très bien, fait partie des 24 détenus du printemps à Mazir en 1980. Ici, on encadrait ce docteur Lunaoussi, avec une moustache aussi, mais maintenant elle a blanchi, je crois. Oui. Alors, il est aussi membre fondateur du MCB, donc du mouvement culturel berbère. En 1991, élu député FFS, processus électoral interrompu, comme vous le savez. En 1989, il a été fondateur et président de la première association culturelle à Mazir, Kharm Idriss. En 1994, il a été aussi le fondateur. Il a été le fondateur du Congrès mondial à Mazir. En 1998, il a été élu à l'APOI RCD, sur la liste du RCD, dans le cadre de la convergence démocratique. Il a fondé un journal qui porte le nom d'Algérie Hebdo, c'est un hebdomadaire national. Par la suite, il y a eu un autre parcours académique
à savoir en 1990, il a fait partie de la première promotion de magistère Tmazigh à l'université Mouloud Maamri à Tizi Ouzou. En 1995, il obtient le titre de DEA en langue, littérature et société à l'INALCO à Paris. Et en 1996, doctorant en sociolinguistique à l'INALCO à Paris également. Alors, en résumé, c'est 50 ans d'activité politique pour celui qui se disait qu'il n'était pas prédestiné à la militance amazigh. Alors actuellement, le docteur Noussi, en plus son activité médicale à temps partiel dans sa propre clinique à Dera el-Khadda, il consacre la plupart, le plus clair de son temps à des activités de formation, je l'ai mis en S, je le reprécise parce qu'il donne beaucoup de formation. Il consacre son temps également à l'écriture, à la réflexion, est aussi consultant national. Beaucoup de gens viennent le consulter sur les questions liées à l'identité, à la culture, etc. etc. Et, comme consultant également international, parce on demande son avis, particulièrement les Marocains et d'autres pays également. Donne beaucoup de conférences. Il intervient également assez fréquemment dans les médias écrits, télévisuels, et probablement, je le souhaite, dans les médias sociaux. J'espère. Je suis encore tout à fait novice. Alors, le dernier mot, j'aimerais le dédier à sa compagne de toujours, qui a partagé tous les aléas de ce parcours. C'est une femme extrêmement discrète, courageuse, qui était là dans les moments les plus durs avec ses enfants. Je tenais en votre nom et au nom des femmes ici présentes de lui témoigner toute notre reconnaissance. Je crois qu'elle mérite. Je laisse la parole au docteur Noussi. Nous avons prévu de les faire participer à la conférence à partir de la maison de la Nouvelle-Ville. On attend que les connexions se fassent. Ok. Ça, c'est un cadeau. Merci. C'est la deuxième fois que je viens au Canada. Il y a 2 ans, j'étais venu en famille à Améneg, مسيرة السوشيال ديالو لما أنا فكرتني للتوريست يعني خدمة. اسمي دروحة يد ما في المطوثي وثنين ما أنا فكرتها إيمان النركب. دي غسدي البغي. Donc j'avais pris aucun contact avec les associations du Canada, même si je connaissais bien leur fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est un délire. C'est le Coran اللي يقراون خاطر ولاش امنو إلان تيشكولاش قاعد تيشكيلاش ولاش يغريبن تفكر كان كاين اسمي بدا ومنو وموسون للجزائر لو موفمون ناسيونال دو ليبراسيون يبدا اري غريبن سيباريون avec l'étoile nord africaine إثريان نتفرق في وغيرها. Et aujourd'hui, nous sommes au Canada et la Guinée d'Arnée, il arrive le nord, Idioussan, بدأنا تخرقا, puisqu'on m'a dit ils sont en 70 000 ou 80 000 أطاس 70,000 80,000 إلو كان هتسمي الطف مفصل وين كراون ثمر أدي في الحاجة سكوكدو ذاكينا خرطومين إلا ذاكي فكان أدفكر يمثل الحاجة وثلاثي العوايد الناق دينا هدف نكون وين خاطر ما إلا مقلي غريفن إلا دي فرنسا غادي لا بلجيك ليميغراسيون تمزورو فيها كلي روحن au début du siècle dernier. La grande vague est partie en 1905 et malheureusement c'est l'une des plus grandes
c'est l'une des plus anciennes émigrations étrangères en France, mais c'est aussi l'émigration qui est la moins structurée. ودنفنا هذه فرنسا. في الوقت النير نزمر نفهم ما نشتاقيني هكذا نروح ندخل منها في أوروبا ولا ونسن وتشغلنا هذا وين يظن ولما مي روحنا كنين سيتي لا ريفولوسيون كومونيست دونك خربا يخدمني يتسن ونسوا نشتاقيني يدبوين في كثير نتقراولا لو كانوا لاش هكذا خربا وتسيدات كراولا سوا الصوضات اللي هي الجزائر لما نكون وين on a une chance avec l'émigration récente. D'abord, ce n'est pas une émigration économique. C'est une émigration que j'appellerais culturelle. ماشي اللي بغي نوان يكون يدي بنا هذا ماشي السي في بغروم يكون يدي بنا هذا كاع تسمورت النيل ومورت زمير مرة زمرا كانت ديالي هكا الظاهر نكون سيت مورت النوان وسوايا كيني يدنيغ ما إلا تشغل. Il faut créer une communauté de destin. Il faut que cette communauté amazigh et kabyle en particulier, parce qu'il y en a plus, beaucoup, il y a moyen de la faire émerger pour participer à la vie active du pays hôte. Vous êtes pour la plupart de vrais Canadiens, des citoyens à part entière, et cette citoyenneté doit être visible. Visible par vos activités, mais visible par votre culture. C'est un enrichissement culturel à la culture première du Canada, mais aussi vous devez être visible économiquement. Il a quand même la ويننا يقارن الشبكة هلكا سواء الاستعراف mais en même temps le سقفيت القريت هكا. Non, il faut apprendre là aussi بالك أمل إلا القبيل ناضاكيني أد نجمع أنا كذا خرقن ولا نسودم تلامسة. Financièrement aussi il doit être puissant parce que l'argent dont on a toujours honte des bourses ça reste quand même le nerf de la guerre. Moi je me souviens à ma libération après 80 j'ai reçu un parent, on en a parlé tout à l'heure avec le couple de Ridge, j'ai reçu Saïd Rahal, qui est un parent qui est aussi par ricochet un parent à eux, et il était venu à Knidi Farik la libération à Loukhan. C'est un monsieur qui était puissant financièrement, puissant politiquement. Et il m'avait dit, il a c'est vrai que aujourd'hui, la puissance politique, on l'acquiert aussi par la puissance financière. Et vous devez donc, dans cette société, vous impliquer culturellement, par votre culture d'origine, politiquement, dans la vie politique du pays, et aussi économiquement. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes, si vous représentez une communauté de destin, c'est-à-dire si vous arrivez à créer une puissance dans tout ce que je viens de dire. Ça, c'est juste pour parler à la communauté. Mais en même temps, je voudrais aussi délivrer ce message que je délivre un peu partout quand je bouge. Vous savez, quand on a perdu la langue, on a à peu près tout perdu. وين ومي تروح في فلايث زمر نكون ويا هذه على معنى نكون نسلاويت تمورت نسلايت تمورت لا معنى غير الأول مسنتري مال القضاء مسنتري ما تسغلي ذاك اللي قارب هذا سبهم نار تعرف تصومي تسبهم نار برا مثون السيقار ذا قفايلي et c'est naturel, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est quelque chose de... ça arrive subrepticement.
انا ما يدو فهم الراو النوان بغوا ندير كاس نتلاوين اي بي هذا قرن mon père était kabyle. Il se dit plus déjà kabyle. Alors le petit-fils, c'est pas utile que je vous dise qu'il n'entendra même plus parler de ses ancêtres. Et c'est pour ça que c'est une supplication que je fais à chaque fois, de grâce, جمع تمسليتنا لخاطر ما نجمع تمسليتنا تمزوالوف ذي القدر إلي جدودنا ذي القدر وجدودنا. Mais il y a aussi une chance égoïste qu'on a en connaissant cette langue. Vous savez que pour les problèmes de cognitivité, plus on connaît de langue à un jeune âge, et plus se développent les capacités cognitives. Et donc, apprendre à vos enfants des langues dont les systèmes linguistiques sont éloignés, c'est lui permettre de faire de la gymnastique cérébrale tous les jours, et ça ne peut que le rendre intelligent. Attends, c'est قرر ما استقل غاستي مسلايين أثمانية يسعود 3 4 سنين أسخلط من الخيوط أدحربغ فلاس هذا السبلغ كان تمسليس وسايت تغرم أغرم يسام كان لا معنى مريلي في مسلايين وقت فلاس أسماريين غو يتسفوير. Donc il y a des capacités cognitives qui s'élargissent grâce à se parler multilingue en même temps à un jeune âge. Donc n'ayez pas peur. Excusez-moi de vous dire tout cela, je ne suis pas du tout venu dans le sens de dire la morale, pas du tout, mais maintenant je vais arriver au thème de ma conférence. Que s'est-il passé un an après la pseudo-constitution où il est déclaré une pseudo-langue officielle. Que les constitutions algériennes, toutes comme elles sont, ce sont des constitutions déclaratives. Ça n'est pas des constitutions de garantie. Il faut que vous le sachiez, il y a deux types de constitutions. Il y a celles qui sont déclaratives, généralement c'est des vœux pieux. Il y a les déclarations de garantie, c'est-à-dire or nos constitutions ne sont pas des constitutions de garantie. Eh bien, la constitution d'il y a un an, la constitution de 2002, c'était une langue nationale à partir de 2002. Une langue nationale, je vous le dis tout de suite, elle est de l'ordre du symbole. C'est-à-dire que jusqu'en 2002, j'allais dire, il y avait des arabophones et une catégorie du peuple qui était muet, puisqu'on n'existait pas. Juridiquement, on n'avait pas d'existence. En 2002, enfin, on a eu une existence juridique, puisqu'on a déclaré langue nationale, mais en même temps, très symbolique. Avant, c'était vernaculaire, c'est la langue de tous les jours, en famille, et puis, arrive 2016, avec tambour et trompette, on nous a promis monts et merveilles, et puis on s'est retrouvé avec une constitution encore plus régressive que les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le mot officiel quand même, sauf que المتسكل تاقيين يدخل من تم ندوث ويلقين الجزائر تمور تعرف dans la préface, dans le préambule, excusez-moi, de la Constitution, où il est dit
ce préambule fait partie intégrante de la Constitution. C'est-à-dire, c'est vraiment la Constitution. Ce n'est pas un simple préambule comme ça. Où il est dit, l'Algérie est un pays arabe. Avant, on disait, fait partie du monde arabe. À la limite, fait partie du monde arabe, c'est une définition extensible. On peut penser à une donnée socioculturelle. Oui, on parle arabe. C'est une réalité historique. Oui, on a des traditions qui, par l'islam, ont fini par être intégrées par les populations nord-africaines. Mais là, non. On n'est pas dans une définition géopolitique ou géostratégique ou géoculturelle. On est tout simplement dans une définition ethnique. L'Algérie est un pays arabe, ça veut dire que nous sommes des Arabes, point. C'est pour ça que je dis qu'il y a une régression par rapport aux autres constitutions. Et puis il y a cette fameuse langue. L'article vous dit, effectivement, l'arabe est langue nationale et officielle de l'État. Or, quand vous dites langue officielle de l'État, il y a redondance. Nécessairement, la langue officielle est l'expression de l'État. Si elle n'est pas expression de l'État, elle n'est pas langue officielle. Et c'est là que réside toute l'astuce, toute la supercherie, toute la tricherie. Parce qu'au-dessous, on vous dit, Tamazight est également langue officielle. D'abord, les adverbes sont toujours porteurs de doute. Si on dit est également, ça fait bizarre. Pourquoi dire également? Et puis on vous dit est également langue officielle. Et on n'ajoute pas de l'État. Pensez que les rédacteurs ont perdu la tête. C'est une nuance qu'ils ont très bien saisie et qu'ils ont portée en toute conscience dans la nouvelle Constitution. C'est simplement pour dire que si elle n'est pas langue officielle de l'État, elle n'est pas langue officielle. Alors pourquoi ils ont mis officielle? Bien, c'est toujours la supercherie. Ils savent très bien que la masse des locuteurs de Mazir ne peut pas saisir cette nuance. Officielle, et comme dirait Mouhia, et Maziran, ils n'ont pas eu le roi, parce que, heureusement pour nous d'ailleurs, parce qu'ils nous ont toutes tellement bernés pendant des décennies qu'on se méfie toujours de manière intuitive. Même si on ne comprend pas, eh bien, l'intuition est là et on se méfie quand même. Et personne donc n'y a cru réellement à ce statut de langue officielle. Et puis, il y a aussi l'article, me semble-t-il, 178, si je me trompe, c'est pas très méchant, un des articles, c'est ça? Oui. Et donc, qui dit clairement un certain nombre, qui donne un certain nombre de décisions qui sont irréversibles. Le caractère républicain de l'Algérie est, dans la nouvelle constitution, irréversible. Et donc, même les constitutions à venir, même si c'est pas vrai, ne peuvent pas remettre en cause le caractère républicain. L'islam, la langue arabe, etc. Il y en a 7 comme ça. Il y en a 7 qu'on ne peut pas remettre en question, y compris par les prochaines constitutions. C'est pas vrai parce que ce qui est fait par l'homme peut être enlevé par l'homme. Hein. On l'a vu maintes fois. Hein. C'est un pays qui est très riche en matière de constitution. Eh bien, parmi les 7 données irréversibles, Tamazight n'existe pas. Autrement dit, voilà encore des tricheries très juridiques. Voilà une tricherie qui fait que ce qu'on vous a donné, même en tant que leurre, parce que c'est un leurre, même ce qu'on vous a donné en tant que leurre de la main droite, on peut vous le reprendre demain de la main gauche, puisqu'il n'est pas dit dans la Constitution actuelle que c'est quelque chose, la vérité, quelque chose d'irréversible. Vous voyez un petit peu, voilà, et là je vais résumer ma pensée dans une phrase qui ne m'appartient pas, qui appartient à un politique français, André Léniel, qui était député européen et maire
d'une petite commune de France, dont je ne me souviens plus du nom, et qui disait vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Je crois qu'il résume la totalité dans cette simple phrase. Je vais dire ça par là, qu'on ne peut pas, si on veut bouger, si on veut progresser, on ne peut pas avoir une vision simplement culturaliste. J'ai toujours dit et écrit que la culture culturaliste n'existe pas. Toute culture est d'abord politique. Vous savez, je crois que c'est Goebbels qui disait, quand j'entends le mot culture, j'ai envie de tirer. Parce que quand on maîtrise la culture, eh bien, on va aussi dans la revendication d'ordre politique, et une culture ne s'étend, ne prend de l'espace, effectivement, que si vous avez tout ou partie du pouvoir politique. Et c'est pour ça que dans les pays comme le nôtre, s'installe le rapport de dominant-dominé. Et quand on est dans un rapport dominant-dominé, il y a son corollaire qu'on appelle la diglossie linguistique. La diglossie linguistique, eh bien, c'est que celui qui a sa langue maternelle, سمح لي مرة سيارة تروحوا يضروا مثني سينيدار دي ربان خاص ماشي ناس سينيدار دي ربان مالين تسلات تثلاين دايما يوث تطاف أمكان عليا تركبت تمسواروث في السنة اثنين يسوون مسعارة وذم وذافو سول تسرتيف يعني لو بوفوار بوليتيك et bien تيني دي تركبت تنقاروث و ثلاث الحكم أتحقر ثلاث بقدود معناه ولا ذا قدود اللي غادي يحقر يمانيس. Et c'est ça précisément le corollaire du rapport de langue dominant-dominée. هذا يحقر يمانيس أنا ما يتصور هذه تستحس يمانيس. Et on arrive au degré final de l'aliénation, l'aliénation linguistique, et donc autrement dit l'aliénation culturelle et identitaire, qui fait que on arrive au sommet de l'aliénation, on arrive à la haine de soi. Très souvent, c'est ce qui se passe dans les milieux de l'immigration. Donc je ne dis pas ça innocemment. À Alger, où j'ai grandi, je rappelle les dates, de 52 à 75, j'ai pris mon poste en 75 à Tizi Ouzou. Mon premier poste première fonction, je suis venu exercer à Tizi Ouzou. Eh bien, je sais qu'à Alger, d'abord, ces phénomènes existent beaucoup. J'habitais Consalambier, un quartier très populaire, très populeux aussi. Et la plupart étaient kabyles. Alger, c'était à l'époque, c'était une capitale kabyle. Mais tous mes camarades de classe, parce qu'ils ont été touchés par cette idéologie diglossique. Et donc, c'est vrai que mon père, je lui dois beaucoup sur la question identitaire. Il avait pris conscience très tôt, même s'il n'a pas été très loin dans ses études, qu'au moins une deuxième année, qui correspond aujourd'hui à 6e année primaire ou un truc comme ça. Eh bien, tous ses camarades parlaient en arabe, entre eux, mais pas seulement, ils parlaient en arabe avec leurs parents, et leurs parents leur parlaient en arabe. Aïra. Tout simplement, parce qu'ils devaient se couler dans le moule qui leur avait été offert, c'est-à-dire soit ceux qui habitaient dans les quartiers français, le moule de la langue française, soit ceux qui habitaient dans les quartiers dits arabes, arabes, je le mets entre guillemets, parce qu'en fait, c'est des Kabyles qui ne parlent plus kabyle. Tout le monde devait se couler là-dedans, et je vous assure
que, même si j'en ai pas été vraiment malheureux, je l'ai écrit aussi dans la presse, moi, je ne m'appelais pas Mouloud. Mes copains s'appelaient Larvin, Mzian, pas Mzian, souvent Mzian n'était pas le prénom adéquat, Mustafa, Lies, machin, etc. Et puis, moi, on m'appelait Walid El-Roubaïli. C'est très réel, des identifications, parce qu'on me connaissait plus par mon origine villageoise que par mon prénom alors que j'ai grandi parmi eux, etc. Je n'ai pas été malheureux, je suis sûr même que les camarades qui m'appelaient Walid El-Roubaïli ne pensaient pas à mal. C'était vraiment le résultat de cette diglossie. Et puis, il y a également autre chose, il y a les questions identitaires, parce que la langue fonctionne aussi avec l'identité. C'est vrai qu'on dit que l'identité se construit, elle est en perpétuelle construction. L'identité n'est jamais figée. Se trompe beaucoup. Hein, on n'a pas l'identité dans nos veines, on ne nous a pas piqué pour être éternellement ce que nous sommes. C'est tous les jours qu'on se refait. L'homme que j'ai été hier n'est probablement pas celui que je suis aujourd'hui, parce que j'espère que depuis hier, je me suis enrichi un peu de la culture des autres. On aborde l'altérité, hein, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que plus une identité est multiple, plus elle est riche. Et parfois je choque en me disant, comme la langue d'ailleurs, plus on s'abattardit et plus on s'enrichit. La pureté n'existe pas. Ça, il faut le savoir. On est déjà dans un vocabulaire un peu fascisant. Hein, on emploie ça sans... Encore une fois, on dit, oui, mais nous sommes purs, c'est pas méchant du tout. Les gens qui le disent, c'est pas méchant du tout. Oui, mais nous, on est authentique parce qu'on emploie beaucoup l'authenticité, etc. C'est pas méchant du tout. Mais en même temps, ça signe quoi? Ben, ça signe que nous pensons en danger de mort. Parce que quand on veut manifester absolument, se manifester dans notre identité, de manière forte, nous sommes les plus beaux, nous sommes les blonds, aux yeux bleus, machin, c'est pas vrai du tout. On est dans le mythe, et les mythes, bien qu'ils soient fondateurs, n'ont pas toujours longue vie. Donc il faut échapper aussi à cette mythologie. Sur le plan culturel, mais écoutez, nous sommes les produits tous de la culturation. Là aussi, on ne vit pas dans une culture unique. La culturation, c'est un mélange de cultures desquelles naît une autre culture. Et c'est ça la culturation, c'est pas l'abréviatif, c'est pas l'absence de culture. Et là aussi, nous sommes des êtres acculturés. Tous les gens dans le monde sont des êtres acculturés. On doit s'ouvrir un peu aux autres. Lui, c'est pourquoi je lui dis ça, on rigole un peu parce que c'est un monsieur très sympathique, que j'ai connu ici, mais très sympathique. Et donc, voilà, il faut s'affirmer tout le temps. Ne pas avoir honte de soi tout le temps, si on veut échapper à cette idéologie diglossique, mais en même temps, il faut savoir s'ouvrir aux autres, et surtout aussi s'enrichir des langues des autres. Hein. Toutes les langues du monde sont belles, y compris l'arabe. Je le dis pourquoi? Eh bien, parce que l'arabe a eu son époque. Elle a eu son âge d'or. Elle n'est plus dans son âge d'or. Mais il continue à rêver des temps anciens de Haroun al-Rachid. Et ce qui fait aujourd'hui le retard du monde arabe, ça n'est pas tant l'économie. C'est surtout le fait qu'il continue de vivre à l'époque de Charlemagne. Parce que Haroun al-Rachid a
Il était dans la même période historique que Charlemagne. Alors on revient encore que la première horloge qu'a vu Charlemagne, c'est parce qu'elle lui a été offerte par Haroun Rachid. Mais je m'en fiche. C'est pas mon souci. Bon Dieu. Et ils font du surplace. Et il faut espérer que nous, qu'on ne soit pas dans cette optique. Qu'on ait eu un âge d'or, c'est bien. Mais Jugurtha ne vit plus. Massinissa non plus. Chichinak non plus. Septime Sévère, empereur de Rome non plus. Vous voyez, on a eu de grands hommes aussi. Saint-Augustin non plus. Donc, c'est un patrimoine historique qu'on doit sauvegarder. C'est très important. Mais encore une fois, ça ne doit pas être un patrimoine historique stérilisant. On doit le savoir et avancer. Voilà un petit peu les choses que je voulais dire en premier. Combien de temps me reste-t-il? Parce qu'il faut que je passe un peu, trentaine de minutes, donc on a encore le temps. Et donc, j'arrive maintenant à... Je parle beaucoup. J'arrive au thème. Le thème, c'est un an après. Bien, si moi on fait le bilan aujourd'hui, un an après, il reste pas grand. Il n'y a rien eu de significatif, j'entends. Il n'y a rien eu en matière de scolarité. J'ai des chiffres statistiques, y compris les plus récents. J'ai réussi à les avoir parce que très souvent chez nous, tout ce qui est statistique, c'est assez confidentiel. Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais sachez simplement que le Tamazirt, en dehors de la wilaya de Tizi Ouzou, même pas la wilaya de Bouira ou de Gaïth ou de Boumerdes, qui sont elles aussi des wilayas kabyles. En dehors de la wilaya de Tizi, où tous les élèves en âge d'apprendre le Tamazirt étudient le Tamazirt, ailleurs, il y a des lacunes et parfois des gouffres. Mon propre petit-fils, qui est à Gaïth, m'a dit un jour, il est au CEM. Évidemment, sa maman a été voir le directeur. Mais combien d'enseignants Tamazirt sont au chômage? Aujourd'hui, c'est des centaines et peut-être des milliers qui sont au chômage. Et pourquoi il n'y a pas parce que on leur dit il n'y a pas de poste budgétaire. Et pourquoi y aurait-il des postes budgétaires pour les autres? Et pourquoi, comme par hasard, Tamazirt? Et pourquoi Tamazirt, même après cette fameuse officialisation, elle reste facultative, y compris en territoire amazirophone. Pourquoi l'enseignement tamazirt reste facultatif? Parce que le statut de langue facultative amène encore à l'idéologie linguistique. Quand le père, un père, vous savez, les parents ne sont pas tous au fait des questions culturelles et politiques. الخدام يديك الصباح يروح هذا يخدم يسبوس با تخوا كيسيون اسيني يميك ما دير تمازيغ اش راه يخدم يس 6 euros. C'est la réponse qui fuse, elle fuse. Donc dans un premier temps, je veux dire dans un premier temps, non, il faut absolument, si on veut rendre cet enseignement efficace, passer à l'obligation d'apprendre la langue tamazirt. Alors évidemment, on vous donne toutes les raisons. La langue n'est pas aménagée. Pourquoi l'arabe était aménagé en 1962? Il faut être sérieux. Je vais vous raconter une anecdote. En 68, j'étais élève chez Mamri. Pour ceux qui connaissent la fac centrale, parce que je vois des têtes blanches qui ont connu cette époque. Et on allait à la faculté de lettres, juste à l'entrée à droite par le grand portail. Et au premier étage, on avait une salle où l'on se voyait avec Mamri pour le cours. Sauf que cette salle
on l'a partagé avec ceux qui devaient apprendre l'arabe. اي انت تعرف ما نزواليثن انا كش منو هنا نرجو ما زوالنا هذيك كش منو كنا نرجو صافي دير كون 68 سولمون يا اللي كان تعرف تكتب مزيغ كيف لا معنى تا من داوث فكا الحق إذا عرض وستكرا مزيغ سيت من داوث النيو أجر روج نتمورث سمرد تعرف النيو نكون يقولاش أجل يتشان أغروم استعرف النيو يتشان ستوتلي تعرف نكون يقولاش أغروم ستوتلي مزيغ السنة تواليم بالليل تعرف تقيم كنان وليس عنده تستثمر كان غادي نقحاشا صح باسكو تو سكي فينانسيي politique, militaire, technique, c'est toujours la langue française, qui est la vraie langue officielle. Enfin, une langue officielle, certains m'ont dit, mais c'est ça l'officialité. Hein. Bon, même quand on fait des communiqués, quand ils ne sont pas très importants, mais quand il faut attirer l'attention sérieusement, ben, ils les font en arabe, mais ils ajoutent la langue française pour que ça soit compris. Et puis, vous voyez, en 68, on était au même niveau. Aujourd'hui, si on veut réellement qu'il y ait un développement de la langue amazigh, il faut des femmes et des hommes, il faut de l'argent, il faut des moyens techniques, il faut le pouvoir politique. Il ne faut pas se leurrer. Je suis dans aucun parti. J'étais au FFS, j'étais au RCD, je ne suis plus dans les partis politiques. Bon, je l'ai expliqué même à un ami ici présent que la veste de parti me va trop serrer. J'étais un bon militant du FFS, comme j'ai été un bon militant du RCD. On m'appelait le culturaliste du FFS, puis on m'appelait le culturaliste du RCD. J'ai même fait tout pour que les intérêts partisans ne s'impliquent pas dans les histoires culturelles. Mon ami donc Majid Yesli, on avait créé l'association Idlus, il a été un membre très actif, mais quand j'en étais le président, mais quand j'ai nommé l'exécutif, à l'époque j'étais FFS, président FFS, j'avais nommé au secrétariat général de l'association Blaed Serkan qui est au Canada. S'il y a des gens qui le connaissent, il était RCD. J'avais demandé à Tahar Yami, qui était directeur de la maison de la culture, qui n'était pas dans des partis, il était trésorier général. J'avais demandé à peut-être en plus, Ouamar Saoudi, d'être premier assesseur, il était pété. Ah ben évidemment, les copains du FFS n'étaient pas très contents. Hein. Les choses ne se passent pas comme ça. Il y a effectivement la nécessité des partis politiques. Et ces partis politiques, je le répète tout le temps, ça n'est pas nos adversaires, ça n'est pas nos ennemis. Le débat doit être pluriel. Il ne doit pas y avoir une vérité, il doit y avoir des vérités. Il faut qu'on accepte qu'il y ait des vérités. Parce que c'est de débat entre plusieurs vérités que naît la vérité. Sans quoi tout se fracasse. On doit apprendre à le faire. Qu'il y ait des intérêts partisans, quoi de plus normal? Chacun défend sa boutique. Mais encore une fois, il y a un PPCM, plus petit quand même multiple. Vous vous souvenez, hein, on l'avait étudié en classe de 4e, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui n'est pas négociable. Le PPCM doit nous unir. Il n'est pas question de tourner notre combat contre les nôtres. Le mal nous vient de ceux qui, depuis 1962, ont monopolisé le politique. Et alors, il y a un matériel qui est لنا أقل يلندي الحكم سنة 62 وقلنا لنا الصحن واستريحنا له et j'allais dire c'est légitime. À une question qui a été posée
par un jeune journaliste, je crois, Belkhair, général. Il lui dit حضارات en arabe حضارات لو كان يعني البلاد تولي بالحكومة جهوية État, région, un projet que personnellement je porte dans un cadre non partisan. Il lui répond, Belkhair était quelqu'un qui avait le sourire aux lèvres, ça ne faisait pas de lui un ange quand même. Il lui répond, je crois que c'est très significatif. Et c'est exactement ça, l'État, les États centralisés. Il y a un certain nombre de personnes, j'allais dire citoyens, mais j'hésite de parler de citoyenneté, parce que c'est très compliqué de parler de citoyens, nous ne le sommes pas du tout, aucun Algérien n'est citoyen. Ce conglomérat, c'est plus parlant, qui ont gardé le pouvoir, pourquoi voulez-vous qu'ils le lâchent? Pas de raison. Et c'est dans tous les pays du monde que ça se passe comme ça. Ils ne le lâchent que si nous tous faisons tout pour qu'ils libèrent tout ou partie. Au moins une partie, au moins. Et la chance de la majorité, ce n'est pas la constitution, la pseudo-constitution qui a été élaborée par des juristes qui savent ce qu'ils font, mais par les efforts que nous ferons pour que l'État algérien, voilà, cette fois-ci l'État pas simplement du pouvoir, de l'État, s'ouvre à la majorité, mais s'ouvre réellement. Et j'ajoute que la majorité a perdu beaucoup de temps, trop de temps, et c'est pour ça que j'ajoute, et la phrase n'est pas de moi, elle est de Comiti, un sociologue-linguiste corse, il faut appliquer un coefficient de réparation historique à la majorité. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, allez, c'est bon, vous avez le droit de l'enseigner, vous avez le droit de travailler avec, mais l'arabe a pris trop de place, trop de distance. Alors il nous faut un coefficient de réparation historique. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsqu'on donnera un sou à la langue arabe, il faudra donner 10 sous à la langue amazigh, jusqu'à ce qu'on rattrape le temps perdu, c'est-à-dire les 50 ans déjà passés. Et c'est à partir de là seulement qu'on pourra dire, maintenant, place à la concurrence linguistique. Nous sommes au même niveau, allons vers ce que Pierre Bourdieu appelle le marché linguistique. On va dans le marché linguistique si on est également armé. Donc, mettez tous les moyens pour que cette langue amazigh atteigne au moins le niveau de la langue arabe, et à ce moment-là, on rentre dans la concurrence linguistique. Mais il faut voilà un peu ce que je voulais vous entretenir de ces choses-là. C'est juste en fait une manière de démarrer le débat. Parce qu'en fait, l'enrichissement d'une conférence, quelle qu'elle soit, c'est le débat qui suit la conférence. Et je compte sur vous pour débattre pendant un petit moment, parce qu'apparemment les organisateurs sont limités par le temps, oui. Donc, vous savez, c'est des questions dont on peut parler des heures et des heures, on n'en finit pas. Donc, je vais arrêter la conférence sur ce point, peut-être abrupte. J'ai pas fait de chute à la journalistique, hein, sans chute, comme ça. D'habitude, il faut toujours faire une petite chute. Là, c'est une fin abrupte comme ça. Ça nous permettra de gagner du temps et de passer au débat. Et je vous dis, comme on dit dans les bons plateaux télévisants, merci de m'avoir écouté. Merci, merci. Donc, on va passer au débat. On va prendre par quelques séries de questions. On va aller par 3 questions à la fois. Speak. Kemal.